qui est très intéressant avec la fidélité, c'est que elle est caractérisée uniquement sur le caractère sexuel. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui estiment que parler, c'est tromper. Moi, j'en fais partie aussi. Et vous remarquerez que c'est souvent les personnes qui parlent qui disent que ce n'est pas tromper. Je ne juge personne, hein, je débat seulement, mais je pense que les personnes qui l'ont vécu le comprendront aussi. Euh, Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, techniquement, un couple, c'est deux personnes, donc vous avez un pacte de fidélité et de loyauté, c'est-à-dire de fidélité de cœur et de fidélité d'intention et de fidélité morale. Si vous allez recréer une intimité exclusive avec une autre personne derrière un téléphone ou dans votre tête, ou etc., ben, en fait, vous cassez votre pacte de couple avec votre partenaire parce que vous n'êtes plus exclusif. Si vous faites des petites exclusivités avec plusieurs personnes, ben, techniquement, vous êtes surtout fidèle à vous-même, en fait, mais vous n'êtes pas fidèle à l'autre. C'est un peu logique. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que souvent, ça renvoie à une représentation encore plus intéressante aussi. C'est que inconsciemment, les personnes considèrent que le couple ne repose que sur le faire et pas forcément sur l'être. Si on estime que son couple repose également sur son identité réelle, morale, et son identité propre, en fait, on ne peut pas aller faire dans le dos de sa partenaire d'autres pactes d'intimité morale. Je parle doucement, volontairement, mais si vous estimez qu'une relation amoureuse est une forme d'engagement, l'un par rapport à l'autre, quand on est en couple, on est techniquement, par voie de fait, fidèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'amour avec une autre personne, comme on ne va pas draguer une autre personne, comme on ne va pas se mettre en porte-à-faux avec une autre personne. Quand on est en couple, techniquement, on est censé s'intéresser à une personne. S'intéresser à une personne. Quand vous êtes en relation de couple avec votre partenaire, vous voulez que votre partenaire sache que vous vous intéressez amoureusement parlant, intimement parlant, qu'à elle, qu'à lui. Expliquez-moi pourquoi le fait d'aller redévelopper une intimité psychologique, émotionnelle, affective, virtuelle ou platonique avec une autre personne, donc recréer quelque part une intimité, peu importe la nature, avec une autre personne, ce n'est pas être infidèle. Si vous créez une autre intimité amoureuse avec une personne, vous êtes infidèle. Parce que ce qui caractérise la fidélité, c'est le fait de rester exclusif et de ne pas reproduire ailleurs ce que l'on fait dans le cadre amoureux avec son partenaire. Je ne suis pas là pour vous faire coûte que coûte admettre que parler c'est tromper, mais il faut bien comprendre une chose, la personne qui constate que son ou sa partenaire parle à d'autres personnes, pas dans une optique amicale, mais dans une optique intime, donc de confidence, de routine, d'habitude, les personnes qui vont dans le secret, dans le dos, parler à d'autres individus dans une optique un petit peu tendre de se confier, de créer du lien, de parler, même si ces personnes ne mettent pas leur petit biscuit dans le petit lait, quelque part, elles n'ont pas envie que leur partenaire soit au courant de ça, parce qu'elles savent que c'est déloyal, que c'est contre-fidèle, parce que ça vexerait, ça blesserait le ou la partenaire. Pourquoi? Parce qu'elles savent quand même un petit peu, ces personnes qui font ça, que parler, c'est pas consommer fidèlement, physiquement la déloyauté, mais c'est quand même être un petit peu déloyal. Donc toutes les personnes qui font ça, s'il vous plaît, vous savez quand même un petit peu que quand vous êtes en couple avec une personne et que vous allez papoter, faire des démarches, entreprendre, initier quelque chose de manière intime, et pas que sexuellement, intime, psychologiquement, émotionnellement et moralement avec une autre personne, vous vous désengagez de votre pacte avec votre partenaire. Et c'est souvent la raison pour laquelle vous le faites dans le secret, parce que ce n'est pas compatible.
Parce que si votre partenaire le sait, il ne l'acceptera pas. Si le partenaire le savait, il ne l'accepterait pas. Quand vous vous faites prendre, vous mettez en avant l'aspect physique. Je n'ai pas couché avec. Je n'ai pas fait plus. Vous dites souvent, je n'ai pas fait plus, je n'ai pas fait autre chose. Il n'y a que ça. Et toute la sphère de la trahison disparaît complètement. Vous remarquerez quand vous avez déjà commis une erreur, on n'est pas là pour juger les personnes qui commettent des erreurs, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour éclaircir les raisonnements. Mais vous remarquerez que toutes les personnes qui ont déjà commis cet acte d'être en couple et d'aller créer une intimité psychique, émotionnelle, légère avec une autre personne, que ce soit que derrière un téléphone ou que ce soit dans un jeu de regard, dans un flirt, que ce soit dans une attitude de réceptivité, de séduction, peu importe jusqu'où c'est allé, ben, toutes ces personnes, elles vont surtout mettre en avant le fait qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Les personnes qui ont subi ce type de comportement, là, par contre, les personnes qui l'ont déjà subi, qui ont eu un ou une partenaire qui a développé une autre intimité psychologique, émotionnelle, qui ont eu des partenaires qui se sont souciés d'une autre personne, qui ont eu des partenaires qui ont, par exemple, caché des éléments, qui ont caché des appels, qui ont caché des textos, qui ont eu des partenaires qui ont eu une forme de dédoublement d'honnêteté. C'est-à-dire, quand je suis avec toi, je suis honnête et de l'autre côté, je te cache des choses, mais comme je ne passe pas à l'acte, je ne fais rien de si grave, mais je ne te le dis pas. Je ne le dis pas quand même pour éviter les conflits. Quand vous avez déjà vécu ça et que vous vous rendez malade parce que vous vous sentez profondément trahi et que l'autre a l'impression qu'il n'a rien fait et que quelque part, soit il ne s'en excuse pas assez ou soit vous sentez que ce n'est pas sincère, en fait, la problématique de fond, c'est que la personne estime que la sphère morale n'est pas à prendre en considération. Ça renvoie à une autre vidéo que j'avais faite sur ça, la morale acquise et la morale innée. La morale innée, c'est la morale que la personne va développer et qui fait partie de ses valeurs globales qui sont en elle. La valeur acquise, c'est une valeur que la personne n'a pas en elle, qui n'est pas naturelle à l'intérieur d'elle, mais qui est plus un ensemble de codes moraux qu'elle saura s'approprier et mettre en expression en fonction des contextes. Donc, acquis dans le sens de appris et dans le sens de employé en fonction des contextes. Mais ça ne sera pas une morale qui sera réellement admise à l'intérieur d'elle en toutes circonstances. Vous prenez le cas encore des enfants. Il y a des enfants qui, peu importe le contexte, vont avoir à cœur de bien se tenir. C'est la discipline qui est innée, c'est-à-dire qu'elle a été développée au fur et à mesure, elle est devenue automatisée, innée. D'accord? Ça fait partie de l'enfant d'être, en fonction, peu importe le contexte, plus ou moins sage. Il y a des enfants qui, quand ils vont être à l'école, ils vont être adorables et à la maison, ils vont être des démons. Ils vont être dans certains contextes, ils vont changer d'attitude et de posture. Et ça, c'est en lien avec l'acquis. Ça veut dire qu'en fonction des contextes qu'ils vont identifier, ils vont adapter leur posture. Quand on applique ce process à l'âge adulte, c'est un peu le même processus général. C'est un petit peu la même situation. Vous avez des enfants, hommes ou femmes, qui commettent, on va dire, un acte qu'ils savent non acceptable et non admissible, mais pour autant, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas cette discipline intérieure ou cette morale plutôt intérieure de se dire non, je ne le fais pas parce que c'est mal. Et ça va être mal pour mon partenaire, ma ou mon partenaire. Par contre, devant le partenaire en question, ces personnes vont être parfaitement lucides sur le fait que c'est mal. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces personnes, elles vont soit l'assumer, ce qui est plutôt rare, soit pleinement retourner dans la morale acquise et dire « je sais que c'est mal, mais… » Elles vont dédramatiser ou dédouaner. Donc, souvent, et ça j'en parle dans les triangulaires, on est dans les parallèles, dans les infidélités, surtout quand elles sont platoniques, elles sont derrière le téléphone, etc. On est une part de nous qu'on n'admet plus, qu'on ne peut plus admettre avec son ou sa partenaire. C'est comme si on estimait ne pas pouvoir être pleinement soi-même avec son ou sa partenaire. Que l'ensemble de nos besoins ne puisse pas être quelque part entendu et, je dirais, satisfait avec son ou sa partenaire. Et donc, on va développer une facette avec un autre partenaire.
On peut reproduire des schémas, c'est-à-dire on peut refaire comme on a fait au début avec son ou sa partenaire, comme on peut, par exemple, clairement montrer un autre aspect de sa personnalité à une autre personne. Je dis souvent en consultation, on n'aime pas les mêmes personnes de la même manière. On ne va pas choisir de manière un petit peu indifférente, insignificative, les mêmes individus pour les mêmes besoins. Selon ce que vous souhaitez mettre en place comme projet de relation, vous n'allez pas forcément vous orienter vers les mêmes personnes. Ça dépend encore une fois des gens. Mais essentiellement, selon ce qu'on attend d'une relation, on va avoir à cœur de choisir un ou une partenaire qui peut plus ou moins correspondre à ça. Il y a contrario, dans les grosses dépendances affectives toxiques, on a tendance à vouloir coûte que coûte faire coller le partenaire ou la partenaire au projet individuel qu'on porte pour l'autre. Ce n'est pas un projet qu'on développe avec l'autre en fonction et en accord de l'autre, c'est un projet qu'on va avoir en nous et qu'on voudra coûte que coûte positionner sur la personne qu'on aime, malgré ce qu'elle est et ce qu'elle nous renvoie. Et dans l'infidélité, ce qui est assez particulier, c'est que on a toujours le prisme de la personne trompée et on a toujours le prisme de la personne qui trompe. Vous avez parfois des personnes qui trompent par faiblesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas toujours une personne qui, volontairement, par sadisme, va développer une vie privée et va prendre plaisir à le faire. Vous avez des personnes, souvent, qui vont combler un vide identitaire dans l'adultère. Et vous avez aussi des personnes qui craquent, c'est plus fort qu'elles pour d'autres personnes. Et puis, vous avez des cas de figure où vous avez des gens qui ont besoin d'avoir une intimité qu'ils ne pensent plus pouvoir retrouver avec leur ou la partenaire. Et ils estiment que c'est la seule optique, quelque part, à avoir pour ne pas tout perdre. Et c'est toujours en lien avec cette problématique morale. Moi, je remets toujours la morale au centre parce que c'est toujours une affaire d'alignement. Il y a des personnes qui n'admettront pas l'idée de ne pas être en phase entre ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles et ce qu'elles vivent à l'extérieur. Il y a des gens qui n'admettront pas l'idée d'être dans des dualités relationnelles, dans des doublons relationnels. Et il y a des individus qui ne peuvent pas admettre l'idée d'être en unicité surtout. Et on ne peut pas toujours se dire que l'autre personne fonctionne de manière presque magique comme nous. On ne peut pas se révolter de la différence de l'autre parce qu'on est tellement sûr que notre bonne manière à nous de fonctionner est la meilleure. Des fois, on pense que notre manière de fonctionner est la meilleure, alors que souvent, l'autre nous apprend beaucoup de par sa différence. Dans les infidélités, on a le sentiment que la manière qu'on a de concevoir la fidélité de couple, elle est partagée, alors que parfois, elle est simplement individuelle. C'est juste qu'on n'ose pas, des fois, se dire les choses. Quand aujourd'hui, j'ai entendu une histoire, et je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo, d'une personne qui me disait que elle était en liaison avec un monsieur qui, lui, était marié, avait une femme dans un autre pays, et elle avait un mari ici, mais ils étaient en éloignement. Et si vous voulez, moralement, elle savait que c'était pas bien pour son mari, qu'il fallait pas qu'il l'apprenne, mais intérieurement, elle n'avait pas l'impression de faire quelque chose de mal, parce qu'elle répondait à son besoin d'alignement intérieur. Ce qui veut dire qu'inconsciemment, elle estime qu'être alignée, c'est surtout intérieur, c'est pas extérieur. Et ça renvoie à notre constat plus général, c'est que cette personne estime qu'on ne peut pas toujours être en phase et toujours quelque part être heureux. Donc là, il y a un conditionnement inconscient à une forme de sacrifice de soi, ce qui génère des comportements doubles. On ne peut pas se permettre d'être la version de soi que l'on souhaite en public pour plein de raisons différentes. Et dans le cadre des infidélités, c'est souvent le cas. Même quand on dit qu'une personne veut juste tirer son coup, permettez-moi d'être vulgaire, quand on dit qu'une personne fait juste ça par légèreté, quand on dit qu'une personne fait juste ça pour s'amuser, c'est pas tout à fait vrai. C'est rarement le cas en fait. Souvent les personnes font ça au contraire pour s'apaiser. Pas pour s'amuser, mais pour s'apaiser. Et même quand une personne pense consciemment qu'elle le fait pour s'amuser, elle le fait rarement pour s'amuser. Elle le fait parce qu'elle est dans l'incapacité de se positionner avec attention sur un projet fixe, parce qu'elle n'est pas dans la capacité d'être en face sur toutes les sphères de sa vie.
Moi, ce que je vous dirais par petite dose, je fais cette vidéo, j'en ferai une autre pour pas que ça soit trop long, c'est que plutôt que de générer du dégoût, de la colère et de la révolte, essayez plutôt de générer de la compréhension, de l'empathie et voire même de la compassion pour les personnes infidèles, parce que vous comprendrez en essayant de les comprendre et quand vous serez dans un état d'esprit à vous sortir émotionnellement de la blessure, vous arriverez à ce constat qui est très simple, c'est que souvent une personne est infidèle parce qu'elle n'arrive pas à être pleinement fidèle à elle-même. Et souvent, quand on va papillonner, alors qu'on est déjà en couple, quand on va chercher une amie un petit peu platonique, quand on est déjà en couple, quand on va chercher un fantasme très sexualisé, quand on est en couple, au contraire, quand on va chercher un fantasme très amoureux, etc., peu importe le scénario, quand on n'est pas en mesure de répondre à ses besoins par soi-même dans les situations que l'on choisit, desquelles on est responsable, quand on s'engage dans un pacte amoureux avec une personne et qu'on n'arrive pas à répondre à ses besoins ou permettre à l'autre de répondre à nos besoins, c'est que quelque part on est dans une forme de démission de soi, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus le besoin d'être en phase. C'est comme s'il y avait une part de notre instinct de vie qui était sectionnée. Et ça renvoie à une autre problématique de fond, c'est que souvent vous n'êtes pas relié au partenaire qui trahit. Pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts, mais parce que vous avez construit votre lien sur des prismes de l'autre qui ne sont pas des prismes généraux. Parce qu'encore une fois, l'autre a une part d'elle ou de lui qu'il n'arrive pas à exploiter lorsqu'il est en relation ou qu'il n'arrive plus à entretenir lorsqu'il est en relation de couple installée et engagé moralement. La loyauté, c'est la fidélité symbolique, c'est la fidélité de cœur, c'est la fidélité psychologique et c'est la fidélité morale. La fidélité de manière conventionnelle, c'est un mélange de loyauté, mais c'est surtout plus communément identifié comme le fait de ne pas trahir physiquement son partenaire. Donc physiquement, ça peut passer par la sexualité, ça peut passer par la corporalité, ça peut passer par le dialogue, tout ce qui touche l'externe. Donc en somme, pour schématiser un peu, la loyauté, c'est la fidélité intérieure. La fidélité, c'est, on va dire, la loyauté extérieure, pour schématiser un petit peu. En gros, être loyal, c'est être fidèle à l'intérieur de soi, et être fidèle, c'est être fidèle tout court, c'est ne pas tromper. Et ça, c'est facile à comprendre. Tromper, c'est aller ailleurs. Quand vous créez, je reviens à la discussion du début, quand vous créez une intimité émotionnelle, psychologique, sentimentale, amicale ou ambivalente avec une autre personne que votre partenaire, par définition, vous n'êtes plus loyal parce que vous le faites dans son dos et que vous ne voulez pas que la personne sache parce que vous savez que ce n'est pas bien, mais que si ce n'est pas su, c'est comme si la notion de bien ou de mal n'était pas prise en compte, vous êtes dans une infidélité caractérisée par la déloyauté. Et ça, c'est super important de l'avoir à l'esprit. Et pour les personnes qui subissent des comportements ou des actes infidèles ou déloyaux, mettez-vous bien en tête que vous avez en face de vous une personne qui n'a pas les ressources pour être pleinement elle-même. Et j'explique tout ça pour que vous fassiez ce lien-là. C'est qu'on a rarement envie de faire de l'autosabordage dans une relation. Très rarement. Et quand on veut faire de l'autosabordage, en général, on ne trompe pas en secret. Si vous voulez mettre une relation de couple en autolyse, vous n'êtes pas infidèle. On est rarement infidèle pour tuer sa relation. En général, quand on est infidèle, on le cache. Donc, on essaie de protéger sa relation. On est souvent infidèle pour garder sa relation et pour la protéger, bizarrement. Pourquoi ? Parce que la personne qui est infidèle n'arrive pas à sauvegarder son intégrité au sein de la relation. Vous allez me dire pourquoi elle fait le lien entre la morale, le bien-être et la sexualité ou la fidélité tout court. Parce que ce n'est pas une affaire de comportement isolé, c'est une affaire de démarche générale. Si une personne n'arrive pas à trancher en faveur d'une situation stricte et isolée, c'est-à-dire une situation de couple, quand on est en couple, on est fidèle, on est exclusif, donc on tranche en faveur de son couple, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans notre couple officiellement et publiquement, c'est le propre du couple. Donc si une personne n'arrive pas à pleinement adhérer à son choix d'engagement avec son ou sa partenaire,
Si la personne aime toujours mais qu'elle n'est pas satisfaite, si la personne n'aime plus mais qu'elle ne veut pas partir, peu importe le contexte. Si une personne maintient son engagement avec une personne dans le couple mais qu'elle n'arrive pas à être satisfaite, ça la renvoie à ses propres trahisons. Vous vous sentez trahi de l'extérieur, mais ce n'est pas vous qui êtes trahi. Ce qui est trahi, c'est le projet de couple, parce qu'il n'a pas pu tenir, mais c'est la personne qui se trahit. Ce n'est pas vous qui êtes trahi par la personne. Vous vous sentez trahi, mais vous n'êtes pas trahi par la personne. La personne, quand elle va coucher avec quelqu'un d'autre ou qu'elle va parler à une autre personne, c'est elle-même qu'elle trahit vis-à-vis de vous. Vous, vous êtes trahi d'un point de vue moral et d'un point de vue situationnel, mais ce n'est pas votre corps physique qui est trahi par un acte imposé à trois. C'est symbolique, c'est une affaire de symbole. Donc c'est une affaire, on en revient sur la même boucle, de fidélité intérieure. L'idée que votre partenaire aille entretenir une liaison morale, émotionnelle, sentimentale et ou une liaison sexuelle avec une autre personne, ça vous brise le cœur. Donc vous avez l'impression que la personne a trahi le couple et qu'elle vous a trahi vous, dans l'acte moral, dans le process moral. Donc, cette personne, en se trahissant, elle, dans les promesses avant tout qu'elle vous a fait, parce que c'est toujours une affaire personnelle, elle vous a trahi, vous, par voie de fait. Et c'est surtout elle-même qu'elle a surtout trahi vis-à-vis de son couple. Donc, quelque part, l'infidélité, c'est une conséquence directe d'une incapacité à être pleinement soi-même. Si une personne veut simplement tirer son coup, pour être vulgaire, elle va tirer son coup. En général, si c'est juste une affaire de sexualité, la personne a la faculté de se réguler si elle est déjà engagée pour dire ben non, si c'est que le sexe, je ne vais pas aller prendre le risque de me tromper, de tromper ma partenaire, mon partenaire, juste pour un aller-retour. Je suis un peu crue, excusez-moi, mais... Et pareil, une personne, elle ne va pas se fatiguer, je dirais, à créer toute une dimension virtuelle avec une autre personne et profonde à l'intérieur d'elle avec une autre personne, si c'est uniquement ça qu'elle veut. La personne, à ce compte-là, elle aurait la faculté de dire « Écoute, chérie, j'arrête avec toi parce que ben, je suis bien dans ce que je vis avec l'autre personne. » Non, la personne, c'est comme si elle voulait tout. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas un tout unique. Ce n'est pas une situation choisie. Il n'y a pas de renoncement au reste. Ça renvoie à cette problématique de positionnement intérieur. C'est une personne qui soit n'aboutit pas à ses raisonnements, soit n'a pas la faculté de s'autogouverner, soit manque, je dirais, de failles narcissiques, c'est-à-dire n'a pas assez d'empathie pour penser à vous à l'intérieur d'elle, il n'y a pas assez de pénétration intérieure en elle de vous, pour vous intégrer dans ses choix, même quand vous n'êtes pas visuellement en face d'elle. Si la personne n'a pas assez de profondeur, de champ, pour intégrer votre regard à l'intérieur d'elle, afin de condamner ou pas son acte. Je ne sais pas si vous le comprenez bien, c'est que il y a une expression qui dit « pas pris, pas fait ». Si on ne sait pas que j'ai fait quelque chose de mal, quelque part, c'est comme si ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que le simple fait que ça existe à l'intérieur de soi, c'est pas suffisant pour dire que ça existe. Et ça, inconsciemment, c'est très riche de sens. Ça renvoie à une certaine pauvreté de considération de soi pour soi-même. Et quand on n'a pas assez d'estime de soi, on n'arrive pas à être apte à prendre des responsabilités assez fortes. On peut avoir confiance en soi, on peut manquer de confiance en soi, on peut avoir une haute estime de soi, on peut avoir une faible estime de soi. Si vous n'arrivez pas à respecter les promesses que vous vous faites en premier lieu pour vous-même par rapport à vous-même et pour vous-même vis-à-vis d'une autre personne en second lieu, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans des situations globales qui vous permettent de répondre à vos besoins dans des engagements à deux, vous avez en quelque sorte une problématique de positionnement intérieur. Et on miroitise toujours à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc en somme, quand une personne se montre déloyale dans une relation de couple, qu'une personne se montre infidèle dans une relation de couple, dites-vous bien qu'elle est avant tout infidèle envers elle-même, vis-à-vis de ses choix intérieurs qu'elle a pris, et elle se montre surtout infidèle vis-à-vis de sa propre morale. Ce qui veut dire que la personne n'a pas en quelque sorte, je dirais, un cadre moral
assez communément répandu à l'intérieur d'elle pour pouvoir s'appliquer à tous les contextes et indépendamment des partis pris. Quand vous vous dites que quelque chose est bien, il est bien. Quand vous dites que quelque chose est mal, il est mal. Après, des fois, voilà, dire à un enfant que le Père Noël existe, c'est lui mentir. Mentir, c'est mal, dans tous les cas. Mais est-ce que là, pour le coup, c'est vraiment mal? Quand vous dites à un enfant que le Père Noël existe et que ça lui fait du bien de savoir que le Père Noël existe et que tout le monde autour de lui sait que le Père Noël existe, est-ce que vous estimez que c'est mal de lui mentir? Non. Même si on sait que le mensonge, par définition, ce n'est pas bon. Et la fidélité, c'est pareil. Une personne, il y a des personnes qui culpabilisent quand elles le font, même si elles ne sont pas prises. Vous avez d'autres personnes qui ne culpabiliseront jamais si elles ne seront pas prises. Et ça, c'est en lien avec le même process du Papa Noël, c'est qu'il y a des personnes qui estiment que le regard qu'elles ont à l'intérieur d'elles n'est pas assez suffisant, n'est pas assez riche. C'est comme si le simple fait de s'auto-condamner n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que moralement, elles ne ressentent pas le besoin de se regarder. Donc, inconsciemment, ça veut dire que ces personnes ne se regardent pas de l'intérieur. En fait, on en revient toujours à cette forme de demande un peu erratique d'attention, d'affection et d'entretien de la sphère intérieure. Quand une sphère n'est pas autonome, elle a besoin de support. Quand une personne intérieurement n'est pas assez structurée, cortiquée et pleine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se nourrir de l'extérieur pour se consolider de l'intérieur. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est souvent quand une personne va chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas chez elle, c'est parce qu'elle n'a pas déjà elle-même à l'intérieur d'elle ce qu'il faut de suffisant pour pouvoir uniquement aller chercher en elle ce qu'elle pourrait trouver chez elle. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais dites-vous bien que si quelqu'un va chercher ailleurs ce qu'il n'a pas avec vous, c'est parce qu'il n'a déjà pas en lui. Tout simplement. Donc essayez de vous sortir de la blessure, de ne pas prendre les choses contre vous, en fonction de vous ou pour vous. Essayez déjà de vous mettre en retrait, de vous dire cette personne a fait ça parce qu'elle n'est pas capable d'être dans des situations où elle peut tout simplement avoir le courage de répondre seule à ses propres besoins. Elle n'est pas capable, cette personne, d'être dans une condition de vie où elle pourrait être avec une personne qui puisse tout être. Elle n'arrive pas à se dépasser au point d'être assez, quelque part, responsable et assez riche pour prendre le risque de trouver une personne qui réponde à tous ses besoins. On peut se nourrir de plein de personnes différentes pour répondre à plusieurs besoins différents. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de le faire, ça, quand on est déjà positionné dans l'exclusivité à deux. Si vous êtes positionné à deux, vous ne pouvez pas, moralement, faire ça. Vous ne pouvez pas le rendre admissible et acquis auprès de votre partenaire. Et comme vous le savez, vous le faites dans le dos. Alors que techniquement, que vous soyez vu de l'extérieur ou que vous soyez vu de l'intérieur, ça ne devrait pas faire de grande différence dans la reconnaissance que vous êtes. Est-ce que vous existez uniquement qu'à travers le regard que les gens portent sur vous? Non. Et à l'intérieur de soi, c'est pareil. On n'a pas forcément de dimension de ce qu'on fait uniquement parce que les autres nous le disent et nous le font remarquer. On est censé avoir seul à l'intérieur de soi la capacité de se dire si ce qu'on fait est bien, si ce qu'on fait est mal. Si l'idée de faire quelque chose de mal n'est pas suffisante pour arrêter cette action, c'est qu'il y a une déconnexion. Si on n'a pas assez de regard intérieur, si on ne produit pas assez de regard intérieur pour se poser des questions morales, c'est qu'on ne se regarde pas assez. Donc comment voulez-vous qu'une personne soit exclusive en regard sur vous si elle n'est pas exclusive envers elle-même? Quand vous rencontrez une personne, essayez toujours d'avoir du discernement. Toujours. Observez la personne. Je ferai une vidéo sur ça, mais si vous voulez devenir killer, mais vraiment un killer en relationnel et en affectif, il va falloir apprendre à être observateur. Il va falloir apprendre à observer, à faire preuve de discernement. Il faut observer les choses de manière automatique, c'est-à-dire pas passer son temps à se dire j'observe, j'observe. Non, il va falloir apprendre à automatiser son regard sur des centres d'attention précis. Il va falloir observer ce qu'une personne et écouter ce qu'une personne vous dit. Il va falloir observer et écouter ce qu'une personne fait. Il va falloir observer et écouter le ratio de cohérence entre ce qu'une personne vous a dit et ce qu'une personne a réellement fait. Et ça, c'est en lien avec votre discernement. Quand vous êtes en couple avec une personne, demandez-vous toujours où vous en êtes. Par moment, essayez de vous poser, de vous demander où vous en êtes. N'attendez pas que ça aille mal pour le faire. N'attendez pas qu'il y ait un problème. N'attendez pas d'être blessé. Faites-le quand vous allez bien. Posez-vous et des fois, dites-vous, j'en suis où?
comment je vais, comment ça va avec mon partenaire, ma partenaire. N'attendez pas de souffrir pour exister. Essayez d'exister même quand vous allez bien et surtout quand vous allez bien. Essayez de vous regarder de l'extérieur sans qu'une personne vous y contraigne de le faire. Si vous êtes victime d'une infidélité ou d'un acte déloyal, gardez à l'esprit que la personne n'est pas fidèle n'est pas infidèle ou déloyale envers vous, elle est infidèle et déloyale envers elle-même et vous êtes un dommage collatéral de sa difficulté personnelle à être en phase avec elle-même. En gros, dites-vous que si une personne vous trompe, c'est pas juste parce qu'elle veut tirer son coup, c'est conscient. Mais inconsciemment, ça renvoie à d'autres problématiques quand on est déjà engagé. Si cette personne vous trompe, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure d'être fidèle à elle-même dans toutes ses représentations morales et identitaires. C'est une personne qui n'admet pas à minima l'idée qu'il soit possible d'être dans une relation exclusive et d'avoir toutes les réponses à ses manques. Soit parce qu'il y a un surinvestissement du manque, soit parce qu'il y a un sous-investissement de la demande. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et merci encore pour votre présence. Merci beaucoup, j'espère vous apporter aide et soutien constructif.